ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous célébrons ce 21 septembre la journée internationale d'Alzheimer, une pathologie lourde devant laquelle la médecine est en échec et qui fait peur, car elle affecte non seulement la mémoire, mais aussi le langage ainsi que la perception de l'espace et du temps. La maladie accélère la perte d'autonomie, ce qui a bien sûr des conséquences sur l'entourage du malade qui se retrouve souvent démuni. En l'absence d'un traitement médicamenteux, l'accent est mis souvent sur d'autres thérapies, mais encore faut-il y avoir accès. Cette journée internationale nous rappelle par ailleurs combien il est important d'aider les malades et leurs familles à sortir de l'isolement et à maintenir coûte que coûte une vie sociale. Comment reconnaître cette maladie? Comment évolue-t-elle? Quels sont les traitements disponibles chez nous aujourd'hui? À quel point un accompagnement psychologique, voire psychiatrique, est important pour les malades, mais aussi pour les aidants? Voilà en gros le propos que nous allons développer ce soir. Nous parlerons de cette maladie qui reste méconnue, cette maladie lourde qui reste taboue. Et justement, pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Madame Dalila Abdelli. Vous êtes présidente de l'association Maten Sanish, une association nationale des malades d'Alzheimer et de Parkinson et malades apparentés. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je rappelle également que vous venez par ailleurs en tant qu'aidant, vous venez témoigner de votre parcours puisque vous avez votre maman qui souffre de cette maladie. Bienvenue. Merci d'avoir accepté gentiment de témoigner dans cette émission parce que, comme je le disais à l'instant, ça reste tabou. C'est très difficile de dire que nous sommes porteurs de maladies d'Alzheimer en Algérie ou même ailleurs, hein, ou de dire que nous avons un parent qui souffre de cette pathologie. J'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Taïeb Mohand Ben Atmen. Vous êtes chef de service psychiatrie à Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir le professeur Mesmoudi Ahmed Nasser. Vous êtes neurologue, ancien chef de service à l'hôpital Mayo. Bienvenue. Merci pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie à vous tous d'avoir accepté d'intervenir autour de cette pathologie lourde devant laquelle la médecine est en échec. Je commence avec vous, Madame Abdelli. On recense officiellement, on va dire, quelque chose comme 200 000 personnes atteintes de cette maladie, ce qui est très loin, me diriez-vous, de la réalité des choses. Vous êtes présidente de l'association Maten Sanish, je le disais à l'instant. Quel constat faisons-nous aujourd'hui de la réalité des malades atteints d'Alzheimer? Eh bien, la réalité, elle est vraiment amère parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Pas de prise en charge non médicamenteuse. La seule perspective, la seule solution pour les malades d'Alzheimer, c'est d'aller consulter chez son neurologue une fois qu'on est constaté, des fois très souvent, un peu avancé de la maladie et on a une ordonnance et on sort. On ignore absolument tout de la maladie, comment elle évolue, quelles sont ses manifestations, comment la prendre en charge, comment prendre en charge son malade, etc. C'est beaucoup de difficultés face à la maladie parce que c'est une maladie un peu, après tout, bizarre, On a tendance à... Oui, quand vous dites qu'on ne sait pas prendre en charge cette maladie, vous parlez des spécialistes, des médecins, c'est-à-dire... Il n'y a pas de prise en charge. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Le médecin aussi, peut-être qu'on n'a pas de spécialiste de la mémoire aussi. Oui, si, pourtant, un neurologue, il est censé... il fait des consultations. Il n'y a pas d'autre type de prise en charge. Oui. Quand on constate une dépression, une désorientation spatiale, des troubles de mémoire, etc. chez notre parent, on va chez le neurologue, on pose le diagnostic, on sort avec une ordonnance et ça s'arrête là. On n'a pas autre chose. À nous de tout faire, à nous de s'informer sur la maladie, à nous de voir comment elle évolue, comment elle se manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez dit qu'il n'y a pas de spécialiste. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une équipe, d'un dispositif d'une prise en charge pluridisciplinaire. Je vais faire réagir, si vous permettez, Madame Abdelli, justement, le professeur Mesmoudi là-dessus. Professeur Mesmoudi, pourquoi on en est là? Pourquoi le constat d'une maladie aussi lourde, d'une pathologie aussi lourde, qui touche beaucoup plus on dit 200 000, mais qui touche clairement beaucoup plus de monde, pourquoi nous n'avons rien finalement, aucune prise en charge? Écoutez, même dans les pays occidentaux, les plus développés, la prise en charge de ce type de pathologie, donc ces maladies qui touchent l'être humain dans ce qui est le plus cher pour lui et dans ce qui constitue réellement sa personnalité, son mental, ses capacités cognitives, c'est quelque chose de récent.
c'est les années 70, c'est depuis les années 70 que se sont développés les tests neuropsychologiques, que la neuropsychologie a fait des progrès et on commence à, si vous voulez, avoir des prises en charge. Est-ce qu'il y a une volonté chez nous? La question, en fait, peut-être qu'elle devrait se poser autrement. Oui. Est-ce qu'il y a une volonté, justement, d'améliorer les choses? Certainement, certainement. La preuve, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, vous avez, depuis une dizaine d'années, la direction de la santé mentale. C'est-à-dire que c'est inclus dans le cadre de la santé mentale, bien que, si vous voulez, il y a des petites différences qui ne sont pas... Parce que les troubles comportementaux, les troubles de l'humeur... Il y a des démences, c'est-à-dire voilà. dans l'Alzheimer. Oui. Les consultations mémoire, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, oui. Les consultations mémoire, c'est quelque chose de tout à fait récent. Par exemple, nous sommes en train de parler en français, donc nous sommes tournés vers le monde francophone. Et en France, en Belgique, en Suisse francophone, eh bien, les consultations mémoire sont ont été organisées, ça fait à peine une quinzaine d'années que l'on a commencé à organiser des consultations mémoire. Oui. Donc, d'autre part, il faut se dire que je pense que le problème de la santé des personnes âgées doit être pris dans sa globalité. Parce que, sachant que la maladie d'Alzheimer, pour le moment en tout cas, n'a absolument aucune thérapeutique qui soit radicale, qui règle complètement le problème, il faut d'abord s'attacher à détecter les malades qui sont porteurs de syndromes de détérioration des fonctions cognitives qui sont curables. Et il y en a. Et il y en a beaucoup. Hein, donc le malade, c'est pas parce que le malade a des troubles de la mémoire ou une apraxie ou des troubles du langage qu'on va immédiatement penser qu'à la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est un diagnostic d'élimination. On élimine d'abord tout ce qui est curable, tout ce que nous pouvons soigner et améliorer, et à ce moment-là, on pourra évoquer une maladie d'Alzheimer. Oui. Professeur Benatmen, alors pour revenir encore une fois sur le chiffre des 200 000 qui est certainement pas représentatif de la réalité des choses, est-ce qu'aujourd'hui on est clairement devant une augmentation de l'incidence? Est-ce qu'on voit de plus en plus de malades de ce genre de pathologie? D'abord, merci d'avoir posé la question, elle est très pertinente. Pourquoi? Parce que moi, dans mon cursus, j'avais jamais eu l'occasion, quand j'étais résident, d'avoir à ma consultation ou dans le cas des urgences, un sujet âgé. Là, depuis une dizaine d'années, effectivement, c'est un nouveau phénomène. C'est qu'on reçoit de plus en plus, dans le cas des urgences, un sujet âgé au-delà de 65 ans, 70 ans, qu'on nous ramène pour de gros troubles du comportement, ou bien qu'on ramène du marché, il se perd au niveau de la poste, ou il se perd. Donc ça devient assez fréquent. Et pour vous dire, moi, à mon sens, en fonction de ma petite expérience, il y a une incidence qui est galopante. C'est-à-dire il y a de plus en plus de personnes qui consultent. Et à travers là, je pense qu'on peut dire que l'incidence des démences en général, comme il a dit, il n'y a pas que l'Alzheimer. Oui. C'est vrai que 70% à 90%. On en parle parce que c'est la journée internationale d'Alzheimer, c'est un peu logique. Mais il y a quand même des démences en comorbidité en rapport avec, par exemple, les troubles cardiovasculaires, chez le diabétique, iatrogénie, professionnelle, il y a pas mal de démences qui vont traiter. C'est vrai, comme il a dit, c'est un diagnostic d'élimination, c'est le dernier diagnostic à retenir. Puis si on veut bien, le diagnostic est post-mortem, si on va vraiment au fond de la chose. Mais pour revenir à notre sujet, c'est que chez nous, même avec les collègues de l'intérieur du pays, quand je discute avec eux, c'est qu'il y a une augmentation de la consultation, tant au niveau mémoire, et on l'a constaté aussi en collaboration avec les neurologues. Quand il y a des troubles, enfin des symptômes psychocomportementaux qui s'installent chez le dément, en particulier chez l'Alzheimer, et c'est là on a constaté qu'il y a beaucoup de patients qui consultent. Également, on l'a constaté à travers les expertises, l'activité expertale, pour la mise sous tutelle, la protection judiciaire. Tout ça, c'est des signes qui nous font dire que les 10 dernières années, on a constaté quand même qu'il y a une augmentation de cette maladie dans nos sociétés. Oui. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder justement un reportage qui revient un peu sur l'association Matn Saanich avec des témoignages. Le reportage est signé Lamia Boudbouda. Regardez. Pour comprendre mieux le rôle majeur que joue l'aidant familial, l'association nous a mis en contact avec une femme dont le mari en souffre depuis 13 longues années.
C'est une maladie comme toutes les autres maladies, mais plus difficile parce que c'est une santé mentale. Quand on perd le mental, on ne peut pas se gérer tout seul et tout. Non seulement nous, on souffre en tant que famille, aidant, on souffre, mais beaucoup plus lui, il ne souffre pas parce qu'il est là, dans un autre monde, donc il ne comprend pas. Des fois, il me dit, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai et tout. J'essaie de lui faire comprendre, mais c'est pas, il ne retient pas. Moi, j'ai pas de répit. Je travaille du matin jusqu'au soir pour arriver à ce stade. Épuisée, la fille du patient apporte son aide à sa mère et de l'affection à ce père tant aimé. Le plus difficile dans tout ça, c'est de voir son propre père qui ne nous reconnaît pas. C'est déjà un point très difficile à supporter. Mais bon, comme quelqu'un a dit, j'ai lu ce passage-là quelque part, on lui a posé cette question, comment vous réagissez, comment est votre sentiment, le fait que votre père ne vous reconnaisse pas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Lui, il ne me reconnaît pas, mais moi je sais que c'est mon père. Donc notre présence complète ça. Donc, alhamdoulilah, on est présent pour lui, vous pouvez dire presque tout le temps. Mais alhamdoulilah, il a une femme qui est ma mère, qui est là à le soutenir. Je pourrais dire plus H24, elle le prend en charge, puisqu'elle se prend en charge elle-même. Mais ce que je lui ai toujours reproché, c'est de s'occuper d'elle-même déjà en premier lieu. Pourquoi? Pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'occuper de soi. Le patient atteint d'Alzheimer a besoin d'attention et souvent c'est avec la force de la douceur qu'on arrive à des résultats satisfaisants. Je leur donne mon conseil, il ne faut pas se baisser les bras. Parce que le malade, il peut avancer. Parce qu'avec la stimulation, parce que surtout la stimulation, l'hygiène de vie, l'entourage et tout, ça peut lui apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas le laisser sombrer dans son oubli. Je lui répète toujours les mots qu'il dit. Il a fait beaucoup d'efforts, hein, je vous assure. Après, je parle avec lui, la musique, comme il aime la musique, je lui fais la musique, je parle avec lui. Je lui dis que je lui explique comme quoi tu dois guérir, Inch'Allah, tu vas t'en sortir, je suis là. Alzheimer est une maladie qui n'affecte pas que la mémoire, mais qui bouleverse la vie de ceux qu'elle touche. Une bonne hygiène de vie et un niveau élevé d'études permettent de réduire ce déclin cognitif et surtout ne pas hésiter à consulter et demander de l'aide aux associations car elles offrent des conseils sur des situations concrètes et vous apportent souvent assistance et conseils en attendant un médicament miracle. Alors c'était l'association Wounisni, une association aussi de lutte contre cette maladie. Nous avons vu un peu des témoignages d'aidants. Votre maman vit avec cette maladie depuis plusieurs années, hein, Madame Abdelli. Je sais qu'aujourd'hui elle est à un stade assez avancé de la maladie. Merci d'être venue d'ailleurs dans des conditions pareilles. Est-ce que vous vous rappelez des débuts? Comment ça a commencé chez elle? Non, on ne peut pas oublier quelque chose comme ça. C'était un jugement altéré. Elle avait un jugement altéré. À chaque fois que je lui parle d'un sujet, elle avait tendance à parler d'autre chose. Mais je ne me suis jamais rendu compte jusqu'au jour où elle a fait un AIT, un accident ischémique transitoire. C'est ce qui a déclenché les consultations. Parce qu'avant, petite dépression, mais je ne me suis jamais dit que ça pouvait être l'Alzheimer. Elle a fait une petite désorientation spatiale, pas temporale, spatiale. Elle avait tendance à faire sa prière dans la direction contraire de la Qibla. Mais elle rigolait, elle me disait, quand je lui faisais la remarque, oh, tu sais, j'ai oublié, mais ça s'arrêtait là. Mais je n'avais jamais. Vous avez mis combien de temps pour consulter? C'était juste après l'AIT, c'était tout de suite, c'était la semaine même, le soir même, on a fait une consultation. Et puis après la consultation, on a fait des examens radiologiques qui ont révélé une atrophie des hippocampes. C'est ce qui a fait qu'on a ensuite, après, consulté un neurologue pour savoir ce qu'il en était. Et vous avez pensé à Alzheimer à un moment donné ou pas? Pas au début. Mais c'était le médecin qui l'avait diagnostiqué et je n'avais jamais pensé. Parce que l'Alzheimer, on est après tout, il y a 13 ans de ça, on ne savait pas vraiment grand-chose sur la maladie d'Alzheimer. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup de choses. L'étiquette de la mémoire à la maladie d'Alzheimer, mais souvent, c'est pas comme ça que ça commence. Il n'y a pas que ça, en fait, on va dire. Il n'y a pas que ça. Alors, professeur Bismondi, justement, tout le monde se plaint aujourd'hui de sa mémoire, hein, tout le monde se plaint d'un manque de concentration.
À quel moment on va se dire que les oublis que nous avons sont pathologiques? Eh bien, les oublis pathologiques, par définition, ce sont les oublis qui se répercutent sur la qualité de vie, c'est-à-dire l'insertion familiale, l'insertion professionnelle, la poursuite de la carrière professionnelle, etc. Tout le monde peut oublier ses lunettes ou bien oublier ses clés. C'est pas un drame parce que ça ne, si vous voulez, tout le monde peut avoir ce genre d'oubli. Par contre, oublier quel jour nous sommes, oublier la date d'aujourd'hui, oublier par exemple le nom d'une personne proche, ou bien prendre sa voiture et à un moment donné se poser la question, mais où suis-je? Je vais où? Dans quelle direction? Qu'est-ce que je vais faire? Ça, par contre, il y a des symptômes, on ne peut pas les avoir quand on est saturé aussi, suite à une saturation. Si vous permettez, 30 secondes, Bark. Le problème de mémorisation, il se fait selon 3 étapes principalement. Oui. La première phase, c'est la phase de concentration. Si, par exemple, quelqu'un a tellement de soucis qu'il n'arrive pas à se concentrer, un enfant à l'école, s'il n'arrive pas à se concentrer, il n'apprendra strictement rien. Hein? Donc la première phase, c'est la concentration. Tout ce qui perturbe la concentration, tous ces tiraillements, le stress, etc., diminue la capacité de concentration et par conséquent introduit des failles dans le processus de mémorisation. Deuxièmement, après la concentration, il y a la consolidation, si vous voulez, du souvenir, la consolidation du souvenir. Et à ce moment-là, si vous voulez, cette notion ou ce souvenir va être engrammé au niveau du cerveau, pour utiliser un langage, si vous voulez, d'informaticien. Et la dernière étape, c'est l'étape de rappel. Et donc, c'est un problème de stockage, en fait, d'informations. Oui, mais il faudrait que les circuits neuronaux, parce que les neurones ne fonctionnent pas de manière isolée, mais c'est un connectome, c'est-à-dire que c'est des circuits neuronaux. Toutes les informations sont traitées par des circuits neuronaux. Si jamais il y a une maladie cérébrale, qu'elle soit d'ordre métabolique ou infectieux, ou d'ordre, si vous voulez, dégénératif ou vasculaire, ou un déficit vitaminique, ou bien une perturbation endocrinienne. N'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle l'encéphalopathie d'Hashimoto, qui vous donne des troubles de la mémoire, qui sont heureusement curables, parce que c'est un trouble endocrinien. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur les symptômes, professeur Msmoudi? Alors, on a parlé des problèmes de mémoire. Quels sont les autres symptômes aussi qui devraient nous alerter? Oui, ben écoutez, tout ce qui est donc oubli pathologique, tout ce qui est difficulté d'abstraction, le raisonnement abstrait est extrêmement... Tout ce qui est trouble de la planification, c'est-à-dire que nous avons tous de manière pratiquement innée, nous exécutons nos tâches et nous déroulons notre vie selon une programmation. Si maintenant il y a des perturbations dans ce pouvoir de programmer ses activités, sa vie, entretenir sa famille, etc., ce qu'on appelle les syndromes dysexécutifs, les fonctions exécutives. Il y a aussi les praxis, c'est-à-dire les manipulations d'objets tout à fait réels dans la vie courante. Et par exemple, quelqu'un qui pouvait jouer de la musique sans aucun problème, et puis là, maintenant, il n'arrive plus à exécuter, si vous voulez, des séquences musicales bien organisées en jouant de son instrument habituel. Et par exemple, vous savez, il y a des choses tout à fait simples. Quand vous voulez, par exemple, appeler un enfant, ou là, vous lui dites « viens ici, viens ». Eh bien, quand vous posez la question à votre malade que vous soupçonnez être atteint de maladie d'Alzheimer, pour appeler votre petit enfant, ou comment vous allez lui dire? Eh bien, je vais lui dire « viens ». Alors à ce moment-là, si vous voulez, ce geste significatif qui a une signification symbolique est parfaitement exécuté. Par contre, dans une maladie d'Alzheimer, eh bien, le type est complètement désemparé. Oui. Vous lui donnez une boîte d'allumettes et vous lui dites prenez une allumette et essayez d'allumer. Il ne sait plus quoi en faire. Il ne sait plus quoi en faire. Oui.
Voilà. D'accord. Professeur Benatman, justement, l'idée générale que nous faisons de la maladie d'Alzheimer, c'est que c'est une maladie de l'oubli, mais il n'y a pas que ça, c'est une maladie très hétérogène. Il y a même, il faut dire qu'il y a même des malades qui atterrissent d'abord, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs au début de l'émission, qui atterrissent d'abord en psychiatrie. Bien sûr. Quels sont les autres symptômes aussi qu'on peut voir? La maladie d'Alzheimer, ça ne veut pas dire que systématiquement ça commence comme ça. Par exemple, Madame Abdelli a parlé justement de l'épisode de dépression. Chez sa maman, elle a dit qu'elle s'était jamais doutée que ça pouvait être la maladie d'Alzheimer, justement. Effectivement, parfois les malades... Le jugement altéré aussi, qui quand même était un symptôme, comme il l'a dit. Très juste. Parfois les parents rapportent, ça commence par des troubles du sommeil, c'est-à-dire que l'inversion du rythme nictéméral, c'est que le patient vit la nuit et il dort le matin, donc ça dérange la nuit. Et c'est le symptôme parmi les symptômes les plus fréquents. Donc on mène à consulter un généraliste parfois, on ne s'en doute pas qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Parfois il y a ce qu'on appelle les symptômes trompeurs, qui sont frontières avec la psychiatrie ou avec la médecine générale, des insomnies, parfois c'est l'agitation, l'irritabilité, parfois ça commence, j'ai vu des patients... La paranoïa. Parfois le patient est anxieux. Pourquoi? Parce qu'au début de la maladie, il se rend compte qu'il commence déjà, c'est-à-dire à une... Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Absolument. Ça veut dire que le trouble de la mémoire, etc., ça le gêne. Dans un premier temps, c'est qu'il est conscient. Voilà, absolument. Voilà, il est conscient. Donc ça veut dire que c'est source d'anxiété, source d'agitation, source d'insomnie, source de troubles du comportement. Et ça passe inaperçu. La famille vous dit, les premiers temps, c'est par la suite qu'il constate qu'il y a des troubles... Qu'il y a d'autres problèmes, en fait. Ben oui. Et parfois, c'est d'authentiques épisodes dépressifs. C'est les malades qui refusent de manger. C'est les malades qui refusent de se laver, par exemple. C'est les malades qui se trompent, par exemple, pour aller à la cuisine. Bon, il va faire ses besoins, par exemple, au niveau de la salle de bain ou ailleurs. Et donc, ce sont des petits signes comme ça, psychiatriques, qui peuvent être annonciateurs déjà. Bon, nous, d'abord, la première des choses, c'est qu'on essaie d'éliminer une cause organique. Ça, c'est le premier réflexe du médecin. Absolument. Et ensuite, quand on suspecte diagnostic différentiel de dépression, ça peut être un diagnostic différentiel et ça peut être aussi inaugural. Donc tous les cas de figure, à partir de 65 ans, 66 ans, 70 ans, quand il y a des troubles comme ça psychiatriques qui s'installent, on les envoie vers le neurologue ou pour faire des tests neuropsychologiques pour éventuellement poser un diagnostic d'Alzheimer ou de démence en général. Mais aussi les troubles psychiatriques peuvent exister vers la fin. On vous dit dans la littérature généralement, c'est en fonction du MMS que tout le monde connaît, qui met en évidence donc la mémoire de l'individu, plus il y a détérioration des fonctions cognitives et plus les troubles psychiatriques vont s'installer. Ensuite, la priorité, ce n'est plus la neurologie. Est-ce que c'est inévitable, les troubles Je vous dis que comportementaux? 90%, on vous dit de l'évolution de la maladie d'Alzheimer, parce que vous savez que maintenant l'espérance de vie a augmenté en Algérie comme partout ailleurs. Il y a des soins, etc. Ça veut dire que l'Alzheimer ne meurt pas la première année, la deuxième année. Il y a des gens qui tiennent 10 ans. Et la détérioration cognitive, cet état confusionné qui s'installe progressivement, la désorientation temporo-spatiale est source d'anxiété, source de... Donc je disais qu'il y a des troubles psychiatriques qui s'installent. Ensuite, le relais est très rapidement pris par un psychiatre. Parce que ça devient une situation ingérable. Les parents vous disent, il sort la nuit, il crie, parfois un délire de jalousie, parfois un délire de préjudice, on m'a pris mon compte, on m'a spolié, ça devient très fréquent par la suite et ça devient ingérable. Et là, justement, c'est pour féliciter les aidants, j'anticipe peut-être sur la question, ils en souffrent énormément. Et d'ailleurs, parfois, vous savez que les aidants présentent des troubles psychiatriques plus que par rapport aux malades. Parce qu'ils n'en peuvent plus, surtout si c'est une personne, deux personnes qui tiennent pendant 5 ou 6 ans, c'est extrêmement fatigant et épuisant. Donc, ce qui est bien, par contre, chez nous, si vous permettez... Bien sûr, allez-y, mais là, on est presque à 30 minutes comme d'émission. C'est qu'à l'étranger, ailleurs, dès que vous commencez à avoir des troubles comme ça, ils les mettent dans les EHPAD, dans les trucs comme ça. Heureusement, chez nous... Ce qui est la pire des choses. Voilà. Justement. Heureusement, chez nous, j'ai fait un travail dessus. La présence de la famille... Aucune famille, la famille algérienne est très importante, elle est encore une famille traditionnelle. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai constaté dans ma pratique quotidienne, il y a des relais. Par exemple, 15 jours chez l'un, un mois chez l'autre, etc. Et on constate parfois que la famille, l'aide de la famille, elle atténue quand même la souffrance. J'aurais un mot à dire là-dessus. Absolument, allez-y, monsieur le professeur. Attention, quand un malade, justement, je le dis et je m'adresse donc à l'association et aux aidants, la désorientation temporo-spatiale, elle est aggravée par les changements de domicile. On y perd ses repères. Nous avons comme habitude de dire aux parents, le patient, il faut le garder
dans la même chambre, avec le lit qui a la même orientation, le pyjama doit être à la même place, les pantoufles à la même place, etc. Parce que je pense que depuis le temps, c'est autre chose. Parce que la réalité est tout autre. Le professeur, il a parlé du soutien de la famille. Je suppose que les choses ont complètement changé. Le profil de la population algérienne, il a complètement changé. Il y a des familles qui ne sont plus nombreuses. La femme, elle travaille. Et généralement, d'ailleurs, la prise en charge d'un malade tout court, elle est exclusivement féminine. C'est les femmes qui prennent en charge. La femme, elle prend en charge son époux. La fille, elle prend en charge son papa, sa maman, etc. Je suppose que c'est vraiment alarmant. Les situations sont dramatiques. Il y a toujours quelqu'un de la famille qui prend en charge le malade. Il se sacrifie, il s'épuise. Et pourquoi? Parce qu'avant, il y avait beaucoup de... Les familles étaient nombreuses. C'est pas le cas maintenant. C'est vraiment pas le cas maintenant. La femme travaille, etc. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a l'épuisement de l'aidant principal. C'est toujours quelqu'un qui prend en charge le malade. C'est très épuisant. Parce que, comme vous l'avez souligné tout à fait au début, le malade d'Alzheimer, généralement, c'est une personne âgée. Il y a d'autres pathologies qu'il faut prendre en charge. Il y a le diabète, il y a l'hypertension, il y a les arthroses, il y a les rhumatismes, etc., les problèmes digestifs, etc. Il faut les prendre en charge. Il n'y a pas que l'Alzheimer, mais généralement, je suppose que la situation est tout autre. C'est pas la famille qui se relaie, des frères et sœurs. Généralement, c'est... L'idée de cette émission, justement, c'est un peu de secouer la conscience collective. Madame Abdelli, vous imaginez bien que si on fait ce genre d'émission, c'est justement pour secouer la conscience collective. Et si le professeur Benatmen a parlé justement de l'importance de la famille, c'est aussi pour attirer l'attention des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, il est établi scientifiquement, et je pense que mes deux invités peuvent le confirmer, il est établi que le facteur le plus important de la stabilisation du malade, c'est l'entourage familial. Je voulais revenir justement, vous avez un peu anticipé sur mes questions. Je voulais parler d'un point très important aussi, qui est l'annonce de la maladie. Comment ça se passe? Parce que ça aussi, c'est un point très important, et j'imagine que ça représente un chamboulement dans la vie, non seulement du malade, mais aussi... Non, c'est pas vraiment le diagnostic qui est difficile, parce qu'on Je ne parle pas du diagnostic. On a tout le temps. Madame l'annonce est difficile parce que quand on connaît cette maladie, on sait que d'abord, cette personne va s'éteindre à petit feu. C'est très difficile déjà, que ce soit pour le malade ou pour sa famille. Alors comment ça s'est passé, Madame Abdelli, si vous permettez, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'on vous a expliqué quand on vous a annoncé que votre maman... On m'a dit peut-être, il a vu la radio, le neurologue, il m'a dit peut-être qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Il m'a orienté vers notre neurologue. Le neurologue, il m'a posé le diagnostic. Je me suis effondrée, c'était tout à fait normal, parce que j'ignorais justement tout de la maladie. Je savais qu'elle était grave, je savais que sa prise en charge poserait des problèmes, mais j'ignorais tout pratiquement de la maladie. On sait que elle est chronique, c'est une maladie neurodégénérative. D'ailleurs, je me rappelle, je voudrais bien vraiment le dire, je me rappelle le jour où j'ai posé une question anodine, naïve, comme un petit enfant. J'ai posé la question au médecin, je lui ai dit, c'est quoi la maladie d'Alzheimer? C'est quoi la maladie neurodégénérative? Il m'a dit, c'est des neurones qui meurent avec le temps, etc. J'ai marqué un moment, j'ai posé une question, vraiment comme un enfant, naïvement, je lui ai dit, est-ce que les neurones vont pouvoir se régénérer? Il a rigolé, il a dit oui. J'étais à un moment donné très contente comme annonce, ça, ensuite aller fil Jannah. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire maintenant, ça peut-être un jour. C'était une petite façon de me dire que c'était... Vous l'avez dit à votre mère qu'elle était porteuse de cette maladie? J'ai dû le dire tout à fait presque une année après, parce que je devais expliquer, je devais justifier d'autres examens radiologiques. D'ailleurs, c'est ce qu'elle n'avait pas compris. On devait faire une IRM. C'était un peu stressant, passer une IRM dans un tunnel, etc., avec un bruit assourdissant. Il fallait que je lui dise, voilà, c'est juste pour savoir ce que tu as. Elle avait compris que c'était pour guérir, qu'elle n'était pas bien, elle se rendait compte de ses troubles de mémoire. C'est pas une mauvaise chose, il faut lui donner l'espoir de guérir. Oui, non, c'est-à-dire qu'elle, c'est pas vraiment l'Alzheimer, c'était une démence vasculaire. Donc elle avait fait des accidents ischémiques transitoires que je devais lui expliquer pour lui justifier les consultations chez le neurologue, parce que dire à quelqu'un... Est-ce qu'il faut dire, Madame Abdelli, si vous permettez encore une fois, est-ce qu'il faut dire au malade qu'il est... Parce que
par moment, on disait tout à l'heure que les malades sont un peu perdus et ils sont conscients de leur état. Est-ce qu'il faut leur expliquer qu'ils sont porteurs d'une maladie? En phase d'état, quand la maladie d'Alzheimer est dans toute sa plénitude, le malade, on dit qu'il est anosognosique. Il n'est pas conscient de sa maladie. Et si vous voulez, dans une certaine mesure, tant mieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de la gravité de son état. Voilà, et de ce qu'il attend. Le problème est tout autre au début. Quand nous sommes au début de la maladie d'Alzheimer, de l'évolution d'une maladie d'Alzheimer, il ne faut pas oublier qu'une maladie d'Alzheimer évolue pratiquement, si vous voulez, sur 20 ans, c'est-à-dire à partir du moment où ça apparaît. Quand ça apparaît, c'est en phase préclinique, parce qu'il y a des gens qui commencent déjà à développer une dégénérescence de leurs neurones bien avant que ça ne devienne évident sur le plan clinique. D'où l'intérêt de faire des diagnostics précoces. Si vous faites le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer à la phase aphaso-agnoso, qu'est-ce que ça peut changer, un diagnostic précoce? Qu'est-ce que ça peut changer? Quand il va y avoir un traitement, parce que les efforts maintenant de la recherche médicale, c'est de trouver un médicament qui est efficace et qui restitue un tant soit peu notre capital neuronal. Et donc, plus tôt vous commencez avec ce traitement à trouver, bien évidemment... Mais aujourd'hui, on n'en est pas là, professeur Oui, Msmoudi. mais nous y sommes. Aujourd'hui, il n'est pas... Écoutez, moi, je suis positif. Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, est-ce qu'il est important de faire un diagnostic précoce dans cette maladie? Pas du tout. Maintenant, il faut faire le diagnostic différentiel. Quand vous voyez un tableau de démence, essayez à tout prix de trouver ce qui est curable. Par exemple, une démence vasculaire, vous pouvez la soigner. Une encéphalopathie d'Hashimoto, vous pouvez la soigner. Je reviens à la pathologie psychiatrique. Il y a assez souvent si vous voulez, des confusions entre, par exemple, avec des bouffées délirantes chroniques et une maladie d'Alzheimer. Donc, essayons d'abord de trier ce qui est non Alzheimer et donc potentiellement curable et ce qui réellement relève de la maladie d'Alzheimer, auquel cas nous allons dire le médecin, moi je le vis en tout cas comme un constat d'échec de la médecine. C'est-à-dire quand je pose un diagnostic de maladie d'Alzheimer, je sais que je ne peux pas faire grand-chose pour le moment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est proposé par exemple au niveau des associations, il y a aujourd'hui l'accompagnement, notamment avec des ateliers de mémoire, cela, ça sert à quoi? Justement, il a parlé d'un club de stimulation cognitive. Oui, c'est notre programme le plus important. C'est le club de stimulation cognitive. Il y a des orthophonistes qui élaborent des programmes. Problèmes de concentration, problèmes de mémoire, problèmes d'organisation, programmes de planification, etc. Ça aide à retarder la démence, à avoir une bonne qualité de vie et à retarder le plus tard possible. À préserver peut-être les quelques capacités cognitives qui restent aussi. Je vais vous dire une chose. N'oubliez pas que ce sont des personnes qui sont âgées de plus de 70, 75 ans, 80 ans quelquefois. C'est-à-dire que si nous arrivons, grâce à de nouveaux médicaments, à leur faire gagner 2 ans, 3 ans de qualité de vie, eh bien, ils auront tout le temps de mourir d'autres choses, de problèmes cardiaques, de problèmes de cancer, de problèmes donc respiratoires, de coronavirus, malheureusement. etc., malheureusement, etc. Donc, il faut mettre ce malade dans le contexte actuel, c'est-à-dire que, en général, on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer. Absolument, des complications, etc. Donc, tout ce que vous gagnez sur la maladie, grâce à des médicaments qui peuvent soit être complètement des médicaments miracles, mais ils sont quand même à trouver, ces médicaments, soit qu'avec des médications dont nous disposons et qui nous permettent, par exemple, de complémenter avec une vitamine, de compléter, par exemple, avec des médicaments qui améliorent la tension artérielle. N'oubliez pas que la maladie d'Alzheimer survient, elle est multifactorielle. Il y a des facteurs vasculaires, il y a bien sûr le vieillissement normal et malheureusement dans la maladie d'Alzheimer il y a une accélération du processus de vieillissement de manière tout à fait pathologique. C'est pour ça que c'est une maladie. Professeur Msmoudi, pardon. Écoutez, je suis désolé mais je suis sur un siège qui grince. Oui. Je ne sais pas, la réalisatrice...
si c'est pas quelque chose de... Professeur Mouchmoudi, il n'y a pas de souci. Ça ne dépend pas de vous de toutes les manières. Non. Alors, vous avez parlé de l'âge, hein, vous m'avez tendu une perche. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas d'étiologie dans cette maladie, mais on voit de plus en plus de formes précoces qui peuvent être expliquées par l'hérédité aussi, professeur. Elles sont très rares, c'est moins de 5%. Les formes héréditaires, c'est moins de 5%. D'accord, et si vous voulez, je reviens à mon idée initiale. Oui. S'agissant d'un véritable complexe pathologique qui peut conduire à l'apparition d'une maladie d'Alzheimer, eh bien, nous devons agir sur tout ce qui est facteur, si vous voulez, réparable. Par exemple, régler le problème de l'hypertension, l'hyperlipidémie, l'excès de lipides et de cholestérol dans le sang. Il y a aussi les traitements, et là je me tourne vers mon collègue, je pense qu'il ne pourra qu'être d'accord avec moi, il y a des thérapeutes qui exagèrent en donnant des somnifères, en donnant des anxiolytiques, etc. Les benzodiazépines que l'on donne à une personne âgée, c'est la pire des choses que l'on puisse donner à une personne âgée. Ça, on les donne dans les troubles de comportement, hein, professeur Mouchmoudi. Quand peut-être que les troubles de comportement deviennent très... La demande, parfois c'est Professeur Benaïtman, justement. Pour aller dans le sens de mon ami, c'est vrai que quand, vous savez, il y a la littérature et il y a aussi la confrontation, la réalité du terrain. Vous imaginez contre les parents, leur souci majeur, ce n'est plus les troubles cognitifs que présente le malade à un stade avancé. C'est-à-dire que pour la famille, c'est considéré déjà, ils ont fait le deuil pratiquement. C'est un patient qui est difficile et on sait que c'est la descente aux enfers. Maintenant, la problématique, c'est qu'il a des complications beaucoup plus psychiatriques. Je vous dis, la famille réclame, elle vous dit, docteur, on n'en peut plus. Il n'arrive pas à dormir la matinée, la journée. C'est vrai qu'il dort un petit peu, il nous soulage, mais la nuit, on ne dort pas. Là, on est obligé de traiter. Justement, la problématique des symptômes psychocomportementaux, d'ailleurs, c'est une entité qui commence à être à part. Entre la frontière neurologie et psychiatrie, c'est d'actualité actuellement. Il y a la maladie d'Alzheimer, et il y a aussi, enfin les démences en général, et il y a aussi les symptômes psychocomportementaux qui est pratiquement une entité assez particulière. Pourquoi? Parce que devant un malade qui arrive avec des symptômes d'agitation, d'agressivité, et il chasse sa femme de la maison, il ne reconnaît plus ses enfants, sortez, etc. Quand même, ça perturbe la famille. Maintenant, cette histoire, comme j'avais dit tout à l'heure, de symptômes, etc., ça y est, c'est terminé, c'est dépassé. Il faut maintenant gérer le futur. Absolument. Alors là, la problématique, qu'est-ce qu'on fait? Dans toutes les études, on vous dit que c'est vrai. Il faut être très prudent en matière de médicaments. D'ailleurs, on privilégie beaucoup plus la thérapie au niveau de la famille, le mettre dans son petit cocon, etc., de maintenir un tant soit peu toutes les commodités pour le malade. Mais il arrive parfois, la réalité, c'est autre chose. Vous avez des troubles du sommeil, de l'agitation, alors on est obligé. Quoi donner? Alors là, ça diffère. Au lieu de donner benzodiazépines, c'est vrai, on vous dit qu'ils accélèrent le processus. Déjà, c'est démontré que les personnes qui prennent beaucoup de benzodiazépines est un facteur de risque de devenir Alzheimer par la suite. C'est connu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On joue sur les antidépresseurs. Pourquoi? On donne généralement, les neurologues et les psychiatres usent des antidépresseurs qui sont moins nocifs et qui sont neurorégénérateurs en plus, et qui sont neurotrophiques. Voilà, il y a qui sont, par exemple, il y a des antidépresseurs sédatifs, ça ne règle pas. Par exemple, s'il y a de l'agitation. Est-ce qu'il y a une explication, en préparant cette émission, alors j'avais trouvé comme ça en cherchant pour préparer cette émission que ces résistances peuvent être aussi provoquées peut-être par le comportement de la famille parfois, quand un parent on a tendance à vouloir lui exiger des choses alors qu'il ne veut pas le faire, ça exprime quelque part un besoin compromis aussi. Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça aussi? Oui, mais tout à fait, mais c'est-à-dire que... On a tendance à infantiliser aussi nos parents, peut-être. Oui, mais quand on est au stade d'anosognosie, c'est-à-dire que l'individu ne reconnaît plus le caractère pathologique et morbide de sa conduite et de son comportement. Ça veut dire, comme on dit, c'est terminé. Maintenant, c'est la gestion. La gestion, je vous rejoins, madame. Et je félicite votre association ici. Tout est une question de gestion par la suite. Gestion médicamenteuse, non médicamenteuse, pour pouvoir essayer de donner le maximum d'autonomie, enfin les jours qui restent pour ce monsieur. Une bonne qualité de vie. Effectivement, pardon, je termine juste sur une note. Dire que c'est vrai que les benzodiazépines, les psychotropes en général, n'ont pas leur indication et n'ont pas fait leur preuve. Mais on essaye de donner à faible dose,
de façon ponctuelle, c'est-à-dire temporaire, juste pour gérer quelques semaines, voire quelques mois. Mais sinon, on fait des fenêtres quand même thérapeutiques et on arrête. Oui. Et c'est vrai que ce n'est pas l'idéal de donner ça. C'est pas tout le monde qui a compris ça. Quand on prescrit une ordonnance de neuroleptique pour un malade d'Alzheimer, la famille en use, elle continue à lui donner jusqu'à des fois la fin. Madame Abdelli, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on ne va pas rester sur les médicaments. Qu'est-ce qu'on peut donner aujourd'hui comme conseil, vous qui vivez avec votre maman depuis longtemps, vous connaissez beaucoup de choses, vous avez créé une association. Quel conseil peut-on donner aujourd'hui à une personne qui a un malade Alzheimer chez elle? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà à partir du noyau familial? Le noyau familial, c'est-à-dire que c'est toute la famille qui doit s'impliquer. Il y a les dents principales, c'est toujours ça les dents principales, mais les proches, même les collègues, les amis, les voisins, devraient vraiment s'impliquer davantage dans la prise en charge du malade d'Alzheimer. Parce que sur le plan médicamenteux, il n'y a absolument rien, à part les neuroleptiques qui calment le malade pendant les troubles du comportement. Autre chose, les antidépresseurs, etc. Traitement symptomatique, c'est-à-dire ça calme. C'est une camisole chimique. C'est pour calmer le malade. Mais ça, c'est général partout dans le monde. Mais il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on fait dans notre association, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Nous faisons des formations, d'abord en présentiel. On a pu faire 2 formations présentielles avec des spécialistes pour expliquer comment se comporter avec le malade, et aussi des webinaires. Depuis la Covid-19, depuis la pandémie, on en a organisé beaucoup de webinaires pour expliquer avec un langage très simple. D'ailleurs, je salue au passage le docteur Kacher Mouad, qui est gériatre de spécialité, qui exerce en France, qui a tout de même vu beaucoup de cas, qui donne des conseils très pratiques pour les aidants. C'est-à-dire, dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec tous les stades de la maladie d'Alzheimer, du début jusqu'à la fin, jusqu'à comment traiter les escarres, etc. Ça a été très bénéfique. Mais il y a toujours une solution. Je suppose que je peux proposer une solution pour... C'est pas tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui, généralement... Une grande majorité quand même. Quand même une grande majorité de la population. La la population. Il y a des régions en Algérie qui sont... Ils n'ont pas accès, mais qui ont accès à la télévision. On peut organiser des émissions de conseils, pas scientifiques, pas médicales. Quelqu'un qui a de l'expérience, on fait appel à quelqu'un qui a de l'expérience, on propose une émission d'une demi-heure sur une chaîne nationale et ça peut soulager. On donne des explications. Oui. On donne des explications, on donne des solutions, comment se comporter avec le malade d'Alzheimer dans telle ou telle situation. Le plus difficile, c'est les troubles du comportement chez le malade d'Alzheimer. C'est ça les plus difficiles. C'est pour ça d'ailleurs que la famille a toujours tendance à réclamer l'utilisation des neuroleptiques, etc. C'est juste pour calmer le malade. Voilà. Professeur Mesmoudi, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Mme Abdelli. Nous avons dit tout à l'heure que le malade est anosognosie, qui n'est pas conscient de son état. Simplement, ce qui reste et jusqu'à la fin, c'est le lien affectif. Si vous êtes... La mémoire. On dit la mémoire non, affective. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est la délicatesse, les manifestations d'affection, de rapprochement, un petit bisou, une petite accolade, une petite caresse, une caresse sur la main, s'occuper du malade, lui laver les mains, lui laver le visage, lui passer un gant de toilette sur le visage et sur le cou. Si vous voyez qu'il sue, là, vous allez lui passer un gant de toilette sur les membres supérieurs ou lui laver les pieds, ramener une petite bassine et lui faire prendre un bain de pieds froid quand il fait chaud. Et toutes ces petites attentions, lui ramener quelque chose que vous savez qu'il aime, un café, un bon café, ou un fruit épluché, etc. Vous avez une grande avenue qui est ouverte devant vous pour absolument discuter. Justement, professeur Mesmoudi, c'est une question qui a été posée sur la page de l'émission. C'est une personne dont le parent ne parle plus et vraisemblablement n'interagit plus. Comment savoir aujourd'hui, elle pose cette question, comment savoir que ma présence compte?
Et ça j'imagine que c'est un sentiment terrible aussi, hein, parce qu'on a l'impression qu'il a le regard vide, qui n'est plus là. Pas du tout, pas du tout. Alors à ce moment-là, il interagit jusqu'à la dernière minute. Rien que c'est pas vrai, le regard d'un Alzheimer ou d'une autre démence dégénérative, l'affection, c'est quelque chose qui est absolument efficace et qui persiste jusqu'à la fin. Professeur Ben Athmane, sur le même point, s'il vous plaît, Madame Abdelli. Professeur Ben Athmane, sur le même point. Les malades le ressentent. Hein. C'est vrai que le mode d'expression... Comment doit-on se comporter, justement? Le mode d'expression... C'est vrai que c'est différent, ce n'est plus le mode d'expression d'antan, quand il était en bonne santé mentale et physique. Il faut rappeler juste peut-être que la parole ne représente que 15% finalement de la communication. Exactement. Vous voyez, parce que par exemple, je vous donne un petit exemple, quand le malade est anxieux, et quand vous pratiquez par exemple une caresse ou le ta'anqih ou là, eh ben ça l'apaise. C'est une réponse à votre approche. C'est une approche physique, corporelle, et bien sûr avec des sentiments, etc., des mots gentils. Eh ben ça donne. Vraiment que ça donne, ça arrive à calmer. Et les gens se trompent. On vous dit bon, de toute façon il est ailleurs. C'est pas vrai. Ils le ressentent parfaitement. Et pour preuve, à partir du moment où il devient relativement calme, ça veut dire qu'il a déjà perçu le message et c'est une réponse déjà. Pas nécessairement le fait qu'il doit l'exprimer, qu'il doit parler, etc. Ça c'est archi faux. Madame Abdelli, on est pratiquement, il nous reste quelques minutes de cette émission. Alors on a beaucoup parlé des malades. Il y a aussi les aidants que vous représentez aujourd'hui et que vous êtes porteuse d'un message pour eux justement, parce que, je le disais en préambule de cette émission, ils ont besoin aussi d'être aidés. Oui, absolument. Un aidant, tout d'abord, c'est-à-dire c'est toute l'humanité qui doit les saluer, qui doit leur rendre hommage, parce que c'est des gens qui se sont sacrifiés, qui se sacrifient toujours sans avoir un retour. S'occuper de son père ou de sa mère, c'est vraiment quelque chose de noble. C'est-à-dire que ça, je ne parle pas de moi-même, mais j'ai un autre appel, j'ai un appel à faire à l'entourage de l'aidant. Impliquez-vous davantage dans la prise en charge du malade. Faites des visites familiales utiles, c'est-à-dire quand vous venez rendre visite à un malade, d'abord essayez de ne pas faire de remarques désobligeantes. Discuter autour d'un café. Des fois, on oublie pourquoi on est là. On oublie carrément le malade, on oublie les dents, on est là, on prend un café, on discute, etc. Ayez des visites, faites des visites familiales utiles. Venez avec, par exemple, un repas pour la famille. Faites sortir le malade. Faites balader la personne, l'aidante principale, au lieu de discuter autour d'un café, le kahwa ou le latte, etc. Ça, c'est plus important. Vous allez être utile. C'est ça le plus important. Justement, professeur Ben Athmane, sur le regard de la société sur cette maladie, alors on disait tout à l'heure que cette émission, ou les émissions télé d'une manière générale ou radio, servent un peu à secouer les consciences collectives, parce qu'on a beaucoup de stigmatisation. Vous le disiez tout à l'heure, professeur Msmoudi, quand on a vu que les personnes qui intervenaient dans le reportage n'étaient pas à visage découvert malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette situation? D'abord, ce qui est positif, je vous le dis encore comme chez nous par rapport à ce qui se fait en Europe, c'est que à travers notre petite expérience d'une dizaine d'années, c'est qu'on a vu très peu de familles algériennes mettre leurs parents qui sont atteints de maladies d'Alzheimer ou autres, les mettre comme l'équivalent des EHPAD en France ou ailleurs. C'est l'exception. C'est exception. Déjà, c'est très positif. C'est que les parents, quand ils sont malades ou quand ils sont en bonne santé, généralement, ils sont entourés par la famille, les petits-enfants, ou la femme, ou enfin la grande famille. Pas la famille juste nucléaire. Donc ça, c'est déjà très positif. Maintenant, ce qui reste, c'est de sensibiliser les gens de la manière avec laquelle ils doivent se comporter avec un malade. Parce que si on est habitué à ce qu'on ait les parents quand ils étaient en bonne santé mentale et physique, là ce n'est plus le cas. Ça veut dire que c'est à nous de nous adapter à ce type de maladie, etc. Et donc elle vient de donner une recette miracle. C'est ce qui permet donc de stopper un peu l'évolution négative de la maladie, c'est d'être bien entouré, c'est d'être très câlin, etc. Seulement, il ne faut pas trop compter sur les médicaments, ça c'est important. Absolument. Pour ce qui est des comorbidités, maintenant, si les parents disent que l'évolution de la médecine fait qu'on a des médicaments, ça va donc s'estomper ou ça va s'améliorer positivement, ça il ne faut pas encore se leurrer. C'est pratiquement la fin de l'émission. En un mot, votre mot de fin, professeur Msmoudi.
Sophie, je voudrais attirer l'attention des parents. Il s'agit d'une personne qui a une maladie, qui voit ses capacités mentales décliner au fur et à mesure. N'essayez pas de refaire son éducation. مثلا, il m'est arrivé d'être en face d'un fils ou d'une fille qui me dit « Mais j'essaye de lui expliquer, باش نعلمه هذا ما يحبش يفهم. » Et donc, ça génère de l'agressivité vis-à-vis du patient, et donc le patient se bloque. Voilà, je Merci beaucoup, là. professeur Mesmoudi. Merci à tous. Je pense que vous vouliez parler de la vaccination de cette frange de la population. Un appel, il nous reste plus de temps. Mais je fais un appel aux autorités sanitaires pour se pencher sur la vaccination à domicile des malades d'Alzheimer. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'est le mot de fin. Vaccination donc pour les malades d'Alzheimer à domicile. Ça serait l'idéal pour cette frange très fragile. Qui a un problème, qui sont, c'est la fin de cette émission. Il nous reste plus de temps. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous vendredi.